Ouais, et là le mec me dit ah bon, Sora et Riku sont pas hétéros? Oh pardon, je vous avais pas vu. Non, restez, on va commencer un nouvel épisode des jeux underground. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. On est en juin, c'est le mois des fiertés LGBTI+, et du coup je me suis dit, thématisons un peu cette émission et rendons hommage à la production underground de ce qu'on appelle communément les queer games. Petit point sémantique, il convient de faire la différence entre les jeux incluant des personnages LGBTI+, comme la plupart des jeux BioWare ou les Sims par exemple, ce qui est déjà cool, et les queer games dont je parle ici, des jeux dont les expériences s'articulent autour des questions LGBTI+, et queer. Pour les plus connus, je citerai Dream Daddy, A Normal Lost Phone, ou des jeux un peu à la frontière comme Gone Home ou le préquel de Life is Strange. La spécificité et la complexité de ces vécus et de ces problématiques peuvent en faire des moteurs au minimum narratifs de jeux qui méritent, à mon avis, qu'on les différencie des titres qui incluent ces identités minoritaires comme des éléments plus satellites. Bon, malheureusement, j'apprendrai à personne que les publics jeux vidéo, voire pire, les gamers, ne sont pas toujours de la plus grande bienveillance avec les minorités oppressées, et hérissent le poil parfois à la simple vue d'un personnage jouable féminin dont on peut pas voir les seins. Alors imaginez genre une avatar lesbienne, on n'est pas encore sorti des ronces. Tout ça pour dire que le mainstream n'est pas le lieu de prédilection des œuvres traitant d'identité de genre ou de sexualité marginalisée. À part quelques succès notables que j'ai cités, et encore ça tient plus du miracle indé ponctuel que de la nouvelle tendance du jeu vidéo pour 2019. Mais paradoxalement, figurez-vous que en fait c'est super dur de trouver des jeux vraiment obscurs sur le sujet. On est rarement sur des chiffres incroyables, mais la plupart des queer games rassemblent facilement un petit millier de joueuses et joueurs, et j'ai vu passer un nombre surprenant de Kickstarter plus ou moins modestes, financés avec succès. Le traitement de ces thématiques avec sensibilité et réalisme semble être une telle denrée rare dans le paysage du jeu vidéo au niveau mondial que j'ai vu autour de chaque projet indé porté par des développeuses et des développeurs LGBTI+, une petite émulation et une forte volonté de soutenir la création en question. C'est en même temps triste pour ce que ça dit de la fin encore insatisfaite de voir suffisamment de représentations respectueuses et inspirées, et en même temps c'est assez beau dans le bourgeonnement de tout ce qu'il y a de plus positif dans l'esprit de communauté. Ça correspond un peu à ce que décrit Anna Entropy, elle-même développeuse de jeux tels que The Hunt for the Gay Planet ou Queers Fall in Love at the End of the World, j'ai pas besoin de vous expliquer quel sujet ça aborde, dans son livre The Rise of the Video Game Design Testers. C'est une genre de scène indé dans la scène indé, à la fois do-it-yourself, politique et bien souvent LGBT. Et c'est pour ça que Secret Little Haven, dont je vais vous parler aujourd'hui, n'est pas si underground. Il y a quand même une centaine d'avis laissés sur itch.io et Steam confondus, un ou deux articles recommandants, et la développeuse a son petit following à 4 chiffres sur Twitter. Du coup, je tords un peu mon concept, c'est pas tant underground que très de niche, si tant est que ça fasse une différence. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé de source francophone au sujet de Secret Little Haven, donc je me dis que ça vaut le coup. Et juste avant d'y passer, cette vidéo étant partie pour être de toute façon un peu plus longue, je voulais, tant qu'on parle de queer games, qu'on s'arrête un instant sur deux petites expériences que vous pouvez choper gratos ou payer le prix que vous voulez. D'abord, No Longer Home Friary Road se compose d'une seule scène de dialogue à choix multiples d'une dizaine de minutes, accompagnée d'animations juste splendides, je vous laisse regarder. C'est un échange entre deux personnages qui questionnent leur rapport au genre, à leurs incertitudes et leurs espoirs aux abords d'un barbecue éteint dans une chaude nuit printanière. C'est touchant de justesse. J'espère que quelque part existe un mot allemand compliqué pour décrire ce sentiment crépusculaire de se préparer à dire au revoir à des amis qu'on a l'impression d'à peine commencer à connaître. Tout ça parce qu'une année scolaire se termine et que la vie doit suivre son cours. Alors du coup j'en profite et je propose Freundunterschiedliche Zahlen aux linguistes et aux philosophes allemands. C'est un truc, je sais pas si vous voyez, que les animés de sport ou qui se basent sur des amitiés de dernière année de lycée font très bien aussi, le côté fataliste de l'imminence de la séparation de jeunes adultes encore en construction. Bref, je digresse. L'autre que je voulais mentionner s'appelle Into et tient plus du court-métrage expérimental légèrement interactif. Pareil, ça dure une dizaine de minutes et on a des morceaux de scène autour de la remise en question d'identité. Je vais dire un mot nul mais c'est très poétique. Ça m'a parlé aussi parce que, bon voilà, par rapport à des expériences perso que j'ai eues, j'ai retrouvé des sensations. Mais c'est peut-être un peu plus opaque si vous êtes extérieur à ce genre de questionnement. Et maintenant qu'on s'est tous bien perdus dans nos introspections, lançons-nous ensemble dans ce qui est censé être le sujet. Secret Little Haven, comprenez le petit havre secret, est un jeu développé par Humming Warp, un studio apparemment composé d'une seule personne, Victoria Dominowski, et sorti en janvier 2018. Il fait partie de ces jeux composés d'une interface renvoyant directement à la machine sur laquelle vous jouez. Ici, ça transforme l'écran de notre ordinateur en Mac de la fin des années 90. On se retrouve ainsi dans la peau et la session utilisateur d'Alex, une jeune femme trans qui ne le sait pas encore, qui est fan d'une série japonaise de Magical Girls nommée Pretty Guardians Love Force. Je sais pas prononcer la lettre R en anglais.
Enfin, à ma décharge, les Anglais savent pas la prononcer en français non plus. C'est surtout la messagerie instantanée qui permet de communiquer avec les différents amis et proches d'Alex. Je peux me tromper, mais c'est impossible à mon avis de pas voir la filiation avec Emily is Away, un jeu indé qui avait fait un peu de bruit ici, notamment via des let's play de gros youtubeurs français, mais le principe est encore poussé plus loin dans Secret Little Haven, avec une multiplication des discussions simultanées et surtout une diégèse qui s'étend à tout le système d'exploitation. On va dans le navigateur internet, on a des applications, des dossiers à explorer, un terminal de commande, on arrive un peu à cette intersection d'un jeu d'enquête et d'un visual novel, qui est le genre roi des queer games d'ailleurs. Ça permet de suivre une histoire relativement linéaire dans sa chronologie, mais aussi, en étant un peu multitâche, de creuser en profondeur le contexte dans lequel elle prend place. Et quoi de mieux pour faciliter le multitasking du joueur ou de la joueuse qu'un écran d'ordinateur ? C'est tout bête, mais c'est brillant. On passe déjà nos journées à avoir la flemme de répondre à une conversation Messenger et à flâner sur un demi-article ou une vidéo YouTube en procrastinant. Du coup, tout se déroule super fluidement quand en gros il s'agit de faire la même chose mais dans un univers fictif. Le symbole de tout ça, c'est surtout le forum des fans de Magical Girls qu'on peut explorer à notre guise pour lire les posts un peu inutiles de Nekosan500 ou X Soul Crusher X. Et là bon, si comme moi vous avez été sur des forums de fandom ou de roleplay, il y a un intense plaisir nostalgique à lire les interactions, les expressions adolescentes maladroites et les signatures faites de citations trop deep. Il est évident que Victoria Dominovsky a fait partie de cette culture et l'attention aux détails qu'elle a eu pour recréer son atmosphère en jeu est remarquable. Les personnalités qu'on voit sur le forum et avec qui on discute sont parfaites dans leurs enthousiasmes mais surtout dans leurs défauts. Quiconque a fait partie d'une communauté sur internet verra exactement qui représente quel style de personne. Le show fictif Pretty Guardians Love Force, auquel le forum est dédié, est aussi assez surprenamment étoffé, au point que lorsqu'un message nous invite à un moment à écrire le prochain chapitre de notre fanfiction pour atteindre les 1500 mots, j'ai eu aucun mal à me prêter au jeu et à écrire quand même de la fanfic pour un show imaginaire au sein du jeu auquel j'étais en train de jouer. Je raconte pas tout ce qu'il est possible de faire et voir pour vous laisser le plaisir, mais on joue vraiment sur 4 jours de la vie d'une communauté internet de l'année 99 avec une profondeur comparable à ce qui se passait sûrement à l'époque. Voilà, moi quand je parle de ma nostalgie de ces trucs-là, j'étais plus là en 2005, mais ça ressemble vachement. Là, je parle de la forme dont il faut saluer le brio, mais le cœur du jeu, c'est la réalisation d'Alex vis-à-vis de son genre. Lorsqu'un personnage de sa série favorite identifié comme masculin va être intégré au groupe de Magical Girls, un fanart lui donnant un costume et des formes féminines est posté sur le forum. Alex découvre que la personne ayant posté ce dessin est une autre jeune fille trans, ce qui déclenche un flot de questionnements, ne serait-ce qu'en découvrant qu'il était possible de pas se sentir à sa place dans le genre qu'on nous a assigné, et que d'autres personnes ressentent cela. On suit en parallèle la relation se dégradant avec son père, qui est clairement abusif et misogyne, et les chats avec un ami IRL également très macho, qui représente un peu les pères d'Alex au sein desquels elle ne se sent pas du tout à sa place. Alors voilà, il y a des sujets très durs, je vous montre les avertissements de contenu du début du jeu, mais le but n'est jamais de montrer la souffrance pour la souffrance. Il y a beaucoup de moments très lumineux et sans spoiler la fin, ça a été écrit par une développeuse trans qui avait sûrement pas envie de plomber les vies et les espoirs de ses joueuses. Donc tout est traité avec sensibilité et sans fatalisme ou voyeurisme. Il y a une dimension méta assez belle. Quand on regarde les commentaires postés sur la page du jeu, il y en a notamment un qui dit « This broke my egg, thank you ». Dans la communauté trans, le mot « egg » fait référence aux personnes n'ayant pas encore réalisé qu'elles souhaitaient transitionner. Victoria Dominovsky, en transmettant l'histoire d'Alex sortant de son œuf, qui est à mon avis en partie autobiographique, réalimente un cercle vertueux de découverte de soi-même via des médias queer sur internet, dont elle a sûrement elle-même bénéficié à l'époque. Et c'est loin d'être le seul commentaire exprimant ça. C'est à mon avis un des buts les plus nobles que peut servir l'immersion dans l'univers d'un jeu vidéo. On aborde aussi d'autres sujets comme la masculinité toxique via son père et son ami IRL ou l'incompréhension des générations plus âgées pour internet. C'est fait de manière plus périphérique mais tout aussi juste et c'est servi par une écriture qui semble jamais forcée ou didactique. C'est simplement dit via les préoccupations et contradictions réelles que traversent les personnages. Et je veux pas donner l'impression que c'est un jeu réservé aux personnes trans ou en questionnement ou quoi. À la limite, c'est tout aussi bien sans y connaître grand chose pour apprendre un peu de l'intérieur et peut-être gagner en compréhension sur ces sujets tout en profitant d'une histoire prenante et d'une forme encore assez originale. J'ai du mal à trouver des défauts au jeu tant sa proposition est bien définie et réalisée, si ce n'est un ou deux petits bugs qui m'ont pas empêché d'avancer et des énigmes à base de lignes de commande à taper dans le terminal qui peuvent être un peu velues si on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. La développeuse a certes voulu nous montrer cette expérience de découverte de son genre, mais elle a aussi voulu dire que quand on parle en langage informatique, on pardonne aucune faute de syntaxe et que les L ressemblent vachement à des I majuscules, surtout sur les polices de caractères en basse résolution. Allez, ça coûte 5$ et l'euro est fort sur les marchés en ce moment, donc profitez-en. Et vous pouvez toujours payer un pourboire en plus sur itch.io et ça le mérite franchement. Si vous avez les moyens, il y a facile 4h30 de gameplay, ça soigne le travail et l'amour, et c'est le mois de la Pride, donc c'est limite illégal de pas en profiter pour soutenir une développeuse trans.
Eh ben, j'espère que cet épisode un peu spécial vous a plu. Moi, en tout cas, ça me tenait vachement à cœur de parler de ça. N'hésitez pas à continuer à me faire des retours dans les commentaires. Je me demande notamment à quel point c'est dérangeant quand je balance des références un peu à la volée, juste en vous laissant creuser si vous voulez. Est-ce que ce serait plus sympa de s'arrêter pour expliquer un peu plus de quel terme, de quel jeu ou de quel livre il s'agit à chaque fois? Je me pose la question parce que j'aimerais bien que tout ça reste un maximum compréhensible pour le plus de personnes. Comme d'hab, vous pouvez partager cette merveilleuse chaîne YouTube à la terre entière pour qu'un jour peut-être je fasse un Red Bar Mode Gaming Show sur la scène du Grand Rex. Je vous souhaite, et surtout si vous fêtez le mois de la Pride, plein de bonnes choses. Bisous et au revoir.